Pierre Lecoz, bonjour. Merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui pour cette 11e session des Assises du corps transformé, dont le thème est le corps à fleur de peau. Pierre Lecoz, vous êtes professeur de philosophie à la faculté de sciences médicales de Marseille, où vous enseignez les concepts et principes de bioéthique. Vous êtes également directeur de l'espace éthique de la région Sud, et vous êtes membre titulaire de l'Académie nationale de médecine. Alors, j'aurais une question fondamentale à vous poser. Quel est le regard du philosophe sur la peau? Eh bien, ce regard, il est paradoxal. En effet, la peau, elle évoque la surface, la superficie, en un mot, ce qu'il y a de plus superficiel. Mais déjà, Paul Valéry nous mettait en garde par cette formule paradoxale, le plus profond, c'est la peau. Ce qu'il y a de plus profond en l'homme, c'est la peau. Autrement dit, Paul Valéry nous rappelle que pour aller vers la profondeur, il faut passer par la surface et que le sensible est la porte d'entrée vers la connaissance. Lorsque nous allons par exemple au théâtre, lorsque nous ressentons une chair de poule, ou bien lorsque, en écoutant un peu de musique classique, nous sentons des frissons, nous nous rendons compte que la peau, elle nous renseigne, elle nous informe. Eh bien, par exemple, dans les frissons que nous avons atteints, l'expérience esthétique du sublime. C'est le passage du beau vers le sublime, c'est qu'on frissonne. Et donc la peau n'est pas si superficielle qu'on le croit, alors qu'inversement, la profondeur peut être superficielle. Je pense notamment à l'introspection qui est très valorisée dans notre société narcissique, qui nous demande d'être à l'écoute de notre être profond. Mais lorsque nous regardons à l'intérieur de nous-mêmes, nous ne rencontrons rien, nous nous trouvons confrontés au néant. L'intériorité est un puits d'égarement, nous égare vers la mélancolie, le désœuvrement. D'ailleurs, la philosophie, elle est née avec Socrate, qui allait sur la place de l'Agora, dialoguer avec ses interlocuteurs, c'est-à-dire rencontrer des visages. Et donc, quand on rappelle le précepte de Socrate, connais-toi toi-même, il faudrait préciser que pour Socrate, la pensée est structurée de façon dialogique. Il n'y a rien à trouver à l'intérieur. Tout est à l'extérieur, dans la rencontre, dans la dialectique avec les interlocuteurs. Donc en résumé, la peau nous fait faire beaucoup plus de découvertes qu'on le croit, et elle nous invite à poser les grandes questions de la philosophie. Par exemple, la finitude, la vulnérabilité, la mort. Les enfants, par exemple, on n'ose pas leur dire qu'un jour, nous les parents, on va mourir. Mais ils le savent. Et ils le savent comment? Ils le savent au grain de notre peau. Car sur notre peau, à travers nos rides, le flétrissement de notre peau, on voit qu'un jour nous allons mourir. Cocteau disait chaque jour, je vois dans le miroir l'œuvre de la mort. Et je pense aussi à Lévinas disant que nous pouvons prendre toutes les contenances que nous voulons. Nous pouvons être le responsable, le président. Il n'y a rien à faire. On voit sur notre visage qu'un jour, nous allons mourir. Mais sans aller jusqu'à la mort, pensons à une expression si significative qu'être mal dans sa peau. L'adolescent n'est pas bien, il est mal dans sa peau, ce qui veut dire encore une fois que l'intériorité, nous la découvrons à travers l'extériorité. Et puis, je dirais que l'homme, sa vulnérabilité, c'est aussi la peau de son visage qui nous la fait découvrir, parce que rien de plus ténu que cette peau offerte au regard, qu'on peut défigurer, mais même égratigner, écorcher. C'est vraiment le lieu de la force et de la fragilité, le visage.
C'est de sa fragilité que naît aussi une force. Et sur le plan éthique et dans le rapport de soin, quelle est la place de la peau? D'abord, le médecin n'est pas un technicien de surface. Pourquoi? Parce que le technicien de surface, il nettoie la peau. Mais le dermatologue, par exemple, lui, il va ausculter la peau. Il va regarder des taches, il va observer minutieusement, c'est ce qu'on appelle la clinique. Et je voudrais dire à cet égard que parfois on reproche aux médecins de ne pas avoir autant d'empathie que le soignant, hein, de ne pas être suffisamment à l'écoute. Mais je voudrais préciser la difficulté dans laquelle se trouve le clinicien. D'une certaine manière, il doit être dans l'éthique, il doit se laisser bouleverser, toucher par la puissance du visage. Comme disait Lévinas, le visage est le lieu d'émergence de la responsabilité pour autrui. Ça, c'est certain, c'est l'aspect éthique. Mais n'oublions pas que le médecin, il doit aussi poser un diagnostic. Et donc, il a une responsabilité beaucoup plus écrasante que le soignant. Le soignant, il arrive, le sale boulot, quelque part, est déjà fait. C'est-à-dire qu'il a fallu objectiver le patient, parfois un peu même le dévisager de la tête aux pieds, le scruter, chercher des indices, un teint pâle, jaunâtre, des cernes. Tout cela, il est obligé d'être dans la description minutieuse du visage, de la peau, et ce faisant, il ne peut pas tout à fait rencontrer autrui. C'est seulement une fois qu'il aura posé le diagnostic, une fois qu'il aura pris sa décision thérapeutique, une fois qu'il aura endossé cette responsabilité médico-légale, il ne faut pas qu'il se trompe de diagnostic, que là, il va pouvoir vraiment être présent au visage, au sens où Lévinas le disait, c'est-à-dire que pour rencontrer le visage, je ne dois même pas avoir vu la couleur de ses yeux. Lévinas nous dit, c'est quand vous voyez un nez, un menton, quand vous pouvez décrire autrui, que vous l'objectivez, mais vous ne le rencontrez pas. Et il dit bien cette tension entre la clinique et l'éthique. Une fois que le diagnostic est posé, je crois que le médecin peut rencontrer véritablement autrui, se laisser atteindre par la puissance de son visage. Alors, sur le plan éthique, je voudrais rappeler que dans les temps de guerre, on bande les yeux des soldats que l'on va fusiller. C'est dire à quel point, finalement, l'interdit de tuer, tu ne tueras point, il est présent sur le visage d'autrui, que le visage d'autrui me parle et me dit « ne me tue pas ». Autrement dit, même celui qui n'a pas lu la Bible, même celui qui ne connaît pas le commandement « tu ne tueras point », même celui qui ne sait pas lire, il comprend l'interdit de tuer pourvu seulement qu'il ait levé les yeux sur le visage d'autrui. Ça, c'est le message fort de Lévinas. Et on trouve aussi quelque part dans cette réponse de Jésus aussi à la violence, quand il dit « si on te frappe, tends l'autre joue », il nous dit bien aussi l'impossibilité éthique d'être violent à l'égard d'autrui. C'est-à-dire que quand quelqu'un me tend sa joue pour que je lui frappe la deuxième joue, je sens que ma main est immobilisée. Je peux physiquement le frapper, mais éthiquement, je ne peux pas. Et donc le visage nous fait découvrir une impossibilité éthique de tuer quelqu'un. Et si vous me le permettez, à propos de l'interdit de tuer, je voudrais dire que tuer, ce n'est pas simplement l'homicide, supprimer une vie. Il y a bien des manières de tuer quelqu'un. Et quand on parle du tueur, on n'a pas forcément à l'esprit quelqu'un
qui est un assassin. Il y a bien des manières de tuer quelqu'un par un regard assassin, par une manière méprisante, humiliante de rencontrer le visage d'autrui. Donc le visage, je dirais qu'il porte en lui l'interdit de tuer, mais également une promesse. Quand la Bible nous dit « tu ne tueras point », ce n'est pas seulement un commandement, c'est aussi une promesse. C'est la promesse que le jour où tu lèveras les yeux sur autrui, tu découvriras qu'il est impossible pour toi de tuer, de supprimer la vie. Alors, au-delà de la violence, et à contrario, venons-en à la caresse. Quelle est la part de la caresse ou du contact, du tact simplement, dans le rapport de soins? Oui, vous avez raison de nous rendre attentifs à cet acte quotidien, tellement discret, tellement pudique que l'on n'en parle jamais. Et il est vrai que dans la caresse se produit un événement au sens où l'on touche quelqu'un, aux deux sens du terme. On le touche physiquement, on l'effleure, c'est la main qui longe le bras, qui se dépose sur un front, et on le touche aussi au sens où on l'atteint en plein cœur. Et parfois, le médecin, dans l'examen clinique, fait quelque chose de plus profond qu'il le croit lorsqu'il dépose ses doigts sur la peau d'une personne âgée que plus personne n'a touchée depuis de très nombreuses années. Et dans la caresse, je me révèle aussi à moi-même des valeurs. Vous voyez toujours cette profondeur de la surface, c'est-à-dire qu'au moment où je caresse la peau de quelqu'un que j'abandonne, par exemple, parce qu'il va mourir, il est sur le dernier lit de sa vie et je vais devoir lui dire adieu, je le caresse et dans ces moments émouvants, poignants, je redécouvre moi-même l'attachement que j'ai à cette valeur de tendresse. Et ce n'est pas pour rien que la douceur, la tendresse sont à la fois des valeurs éthiques et des caractéristiques de la peau. La peau, elle est douce, elle est tendre, et la tendresse, la douceur, ce sont aussi des valeurs éthiques. Donc toucher autrui, c'est atteindre sa chair, c'est-à-dire qu'en dehors du corps-objet, ce corps visible que nous voyons l'un et l'autre, nous sommes des corps-objets, il y a le corps sujet, ce que les philosophes appellent la chair, ce corps ressenti du dedans que la caresse permet d'atteindre. Ce que disait, j'aime beaucoup cette phrase de Christian Bobin, le contact de la peau, la caresse met les âmes de chacun à vif. Et je trouve que c'est très beau. Et personnellement, dans le rapport de soins, j'ai X fois constaté combien une main posée sur une épaule, posée sur un avant-bras de patient, libérait la parole. C'est une espèce de sésame. Et on a l'impression qu'il se passe quelque chose, effectivement, dans la libération du contact de la peau. Absolument. Et justement, Lévinas disait que quand on rencontre un visage, une peau humaine, eh bien, on ne reste pas silencieux, dit-il. Il est impossible de rester silencieux quand quelqu'un vous regarde. On ne contemple pas quelqu'un que l'on touche. On accompagne aussi d'une parole et on pense au gynécologue qui va faire un examen très intime. Donc sa responsabilité est écrasante. Elle est à la fois clinique et éthique. Je dirais aussi, pour prolonger ce que vous dites sur cette dialectique entre la peau et la parole, que la caresse, elle continue à parler même lorsqu'on ne peut plus parler. C'est-à-dire que quand quelqu'un a, par exemple, une maladie d'Alzheimer à un stade avancé où la communication verbale ne peut plus se faire, on lui transmet encore un message, on communique avec lui par les gestes.
Il y a beaucoup de termes dans la langue française qui expriment l'incarnation des valeurs, hein. Se prêter main forte, s'épauler, se serrer les coudes, etc. Et ça me rappelle une phrase de Catherine Dolto, aptothérapeute, médecin, qui dit on apprend aux enfants le langage, parler, pourquoi ne leur apprend-on pas le langage du tact? Tellement le tact dit de choses et peut ouvrir de choses. Donc, oui, donc un rapport essentiel de la peau vu par le philosophe et vu par le philosophe de l'éthique. Pierre Lecoz, merci infiniment pour cet entretien. Et à bientôt sans doute. Un bon colloque à vous. Merci beaucoup. À vous.